Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire organisé par le cabinet Voxus Avocat sur la négociation et la sécurisation du départ d'un salarié. Alors, je suis Steven Théallier, avocat au barreau de Paris, et ce matin, je co-animerai la présentation en compagnie de mon associé Florian Carrière, lui aussi avocat au barreau de Paris. Bonjour à tous. Pourquoi ce webinaire dont le sujet pourrait apparaître comme étant un peu rude un lundi matin? Parce qu'avec Florian, nous nous sommes aperçus dans les dossiers dans lesquels nous intervenions qu'il y a parfois une méconnaissance des employeurs concernant les possibilités de rupture amiable du contrat de travail, du coût que ça représente et des risques d'entreprendre parfois, des risques d'entreprendre des discussions avec le salarié en direct sur ce sujet. Alors, il ne s'agit pas ici de vous donner la méthode de comment se débarrasser d'un salarié sans risque contentieux, pas du tout, mais plutôt de mettre en avant les attraits de la négociation par rapport à une rupture du contrat qui serait totalement subie et qui donnerait lieu vraisemblablement à un contentieux prud'homal. Donc, vous connaissez la maxime, il vaut mieux une mauvaise négociation qu'un bon procès. Eh bien, aujourd'hui, nous essaierons de vous démontrer qu'il peut aussi y avoir de bonnes négociations. Et puis, voilà, pour ne pas tourner aussi autour du pot, c'est l'occasion de vous expliquer, à défaut de vous convaincre, en quoi nous, les avocats, nous pouvons vous aider à parvenir donc à une bonne négociation. À l'heure où nous risquons d'être tous remplacés par l'intelligence artificielle, il faut bien tenter de se rassurer, surtout en début de semaine. Alors, nous aborderons successivement les points suivants. D'abord, nous évoquerons le choix du cadre de cette négociation. Nous ferons un point ensuite sur la problématique de la confidentialité des pourparlers. Et puis, nous évoquerons les principaux leviers de négociation. Nous nous attarderons, parce que c'est le point le plus technique, sur le régime social et fiscal des indemnités versées donc, à l'occasion de la rupture négociée du contrat de travail. Et puis, nous passerons à la fin en revue les points de vigilance concernant la formalisation de l'accord qui sera trouvé. S'il reste du temps, et nous ferons en sorte qu'il reste du temps, nous répondrons à vos questions. Et si vous n'avez pas eu la possibilité de les poser, eh bien vous pourrez nous contacter par la suite à l'adresse contact du cabinet qui va apparaître dans le chat. Alors, Florian, juste, j'ai un petit souci avec le document de présentation. J'espère que vous le réapparaître tous. C'est bon? Alors, donc on commence par donc Florian. Je ne sais pas si le document, je suis désolé, je ne sais pas si le document apparaît bien. Si, en tout cas, je le vois. Bon, d'accord, très bien. Donc, nous commençons par le choix du cadre de négociation. Alors, pourquoi la rupture conventionnelle? Bon, j'espère que vous n'allez pas penser que je vais vous dire des banalités pour commencer. Non, en fait, on peut s'apercevoir avec Florian, dans le cadre des dossiers que l'on traite, que parfois des employeurs s'aventurent dans des territoires inconnus, des voies dont l'issue est incertaine et voilà, qui sont mal maîtrisées parce que tout simplement, ces employeurs ne se placent pas dans le cadre de la rupture conventionnelle. Premier exemple, dernièrement, un président de société qui convoque toute la collectivité des salariés avec pour premier point à l'ordre du jour les difficultés d'organisation interne et les moyens d'y remédier. Et deuxième point du jour, les difficultés de posture de la directrice de la société, la directrice générale de la société, et donc un vote quasiment pour ou contre son départ. Donc là, on n'est pas du tout dans le cadre d'une rupture conventionnelle. Donc suite à cette réunion, établissement d'un compte rendu, et l'après-midi même, on annonce à la principale intéressée que tout le monde est d'accord pour son départ et donc qu'elle doit partir et on peut s'entendre éventuellement sur les modalités. Donc ça, c'est pas, on n'est pas dans le cadre d'une rupture conventionnelle. Deuxième cas de figure,
une salariée qui était à l'initiative d'une rupture conventionnelle, parce qu'elle était en désaccord par rapport à une proposition de mobilité qu'on lui avait notifiée. Et en réponse, donc la DRH, en entretien, lui annonce que une rupture conventionnelle, ça ne sera pas possible parce que c'est trop cher pour l'entreprise. En revanche, ce qu'on lui propose, c'est un licenciement pour faute grave suivi d'une transaction. Bon, évidemment, ces échanges n'étaient pas du tout confidentiels et réaction de la salariée dans un mail qui suit la réunion, je ne suis pas d'accord avec un licenciement pour faute grave. Vous voyez dans quelle situation on est quand on ne se place pas dans le cadre qui est prévu par la loi. Et donc, pourquoi cette slide? C'est pour vous rappeler que le Code du travail prévoit un cadre spécifique pour justement aborder la question qui est délicate de la rupture du contrat de travail du salarié. Donc, on ne vous reprochera jamais d'utiliser ce cadre-là pour évoquer cette question. En revanche, si vous en utilisez un autre, c'est risqué. Voilà. Donc, et ce cadre, il présente quand même des avantages puisque c'est la garantie pour le salarié de bénéficier du chômage et c'est aussi pour l'employeur la garantie d'avoir un consentement libre et éclairé du salarié sur la volonté de rompre son contrat dans les conditions qui seront négociées, à la fois par un délai de rétractation pendant lequel le salarié pourra revenir sur son engagement. Donc, s'il ne le fait pas, on estime qu'il s'engage en toute connaissance de cause, et l'homologation de la rupture conventionnelle par l'administration, qui permet encore une fois de s'assurer du consentement non vicié du salarié. Donc, importance de privilégier ce cadre pour initier au moins la discussion autour de la rupture du contrat. Deuxième avantage qui n'est pas neutre de la rupture conventionnelle, c'est que vous pouvez l'utiliser dans plein de configurations différentes, plein de contextes différents. Vous pouvez utiliser la rupture conventionnelle dans un contexte conflictuel. Ça ne remettra pas en cause la validité de la rupture conventionnelle, c'est-à-dire que vous pouvez avoir sanctionné le salarié auparavant, vous pouvez poursuivre avec une rupture conventionnelle. La difficulté, c'est qu'il ne faut pas pressuriser le salarié en disant c'est soit tu acceptes la rupture conventionnelle, soit je te licencie pour faute grave et je ternirai ta réputation, etc. Ce qu'il faut peut-être préciser, Steven, c'est que on a eu pendant longtemps une jurisprudence de la Cour de cassation, ou en tout cas dans un premier temps, qui annulait assez facilement les ruptures conventionnelles dans un contexte conflictuel. Et la Cour de cassation en est revenue en indiquant que le simple fait qu'il y ait eu un contexte conflictuel entre l'employeur et le salarié ne peut pas entraîner la nullité de la rupture conventionnelle. Il n'y a que le vice du consentement qui doit donc être démontré par le salarié qui peut entraîner la nullité de la rupture. Donc, il ne suffit pas de dire qu'il y avait eu un contexte conflictuel ou que la rupture conventionnelle était à la demande de l'employeur. Faut-il prouver que le consentement a été vicié? Et donc ça, le fardeau probatoire pèse sur le salarié et donc il va falloir apporter des éléments suffisamment convaincants, ce qui fait qu'effectivement aujourd'hui, tout contexte conflictuel n'est pas forcément problématique à la signature d'une rupture conventionnelle. Tout à fait. Donc, surtout en plus, si vous avez respecté tout le cadre de la rupture conventionnelle, c'est-à-dire en convoquant le salarié à plusieurs entretiens pour discuter de cette modalité, etc., avant de conclure les délais de rétractation aussi. Donc, premier contexte conflictuel ne met pas en danger, en tout cas, la rupture conventionnelle en soi. Vous avez également un deuxième cas, c'est le salarié qui se trouve dont le contrat de travail est suspendu pour arrêt maladie. Alors, arrêt maladie simple ou même pour accident de travail ou maladie professionnelle. Et là, vous êtes souvent dans une situation de blocage dans ce cas-là, puisque en cas d'accident de travail ou maladie professionnelle, vous pouvez rompre le contrat que pour faute grave ou impossibilité de maintenir le contrat. Donc là, c'est possible d'utiliser encore une fois le mécanisme de la rupture conventionnelle pour rompre le contrat et sécuriser la rupture. Encore une fois, le salarié est dans une situation de fragilité parce que malade, etc. Donc, il faudra quand même s'assurer que son consentement est tout à fait libre, éclairé. Donc, en soi, il y a un risque d'annulation par rapport, encore une fois, au vice du consentement, mais le fait
d'être dans cette configuration n'annule pas la rupture conventionnelle en soi. Le salarié protégé également. Vous êtes souvent dans une situation de blocage parce qu'il faut l'autorisation de l'inspection du travail qui s'assure de la cause réelle et sérieuse de licenciement et aussi de l'absence de lien avec le mandat du licenciement envisagé. Et en cas de refus, vous êtes bloqué. La rupture conventionnelle, il faudra encore l'autorisation de l'inspection du travail, mais encore une fois, si le salarié confirme son consentement, il y a quand même peu de risques que l'inspecteur du travail vienne refuser la rupture conventionnelle. Le contexte de difficulté économique n'est pas non plus un obstacle à la conclusion d'une rupture conventionnelle, sous réserve bien sûr que ça ne soit pas des ruptures conventionnelles massives où on se rend compte que finalement c'est pour détourner les règles des licenciements économiques collectif et donc de l'obligation de mettre en œuvre un PSE quand certains seuils sont dépassés. Donc sous cette réserve-là, le contexte des difficultés économiques n'est pas un frein à la conclusion d'une rupture conventionnelle pour un tout autre motif d'ailleurs. Pareil, il est possible de conclure une rupture conventionnelle avec un salarié qui aurait été déclaré inapte par le médecin du travail. Alors, attention, parce qu'on peut se dire que ça serait pour détourner les règles protectrices du Code du travail, et notamment qui prévoient l'obligation de reclassement, etc. Il y a quand même des réserves sur ce cas-là, c'est que si c'est une inaptitude d'origine professionnelle, l'employeur doit faire application des règles de calcul de l'indemnité de licenciement plus favorables pour le salarié déclaré inapte dans ce cas-là. Vous pouvez également conclure, et ça c'est la jurisprudence qui le dit, une rupture conventionnelle pour un salarié qui se serait plaint d'être victime de harcèlement moral. Alors attention encore là une fois au vice du consentement, mais si on a respecté correctement la procédure de rupture conventionnelle et qu'il n'y a pas eu de pression sur le salarié pour s'assurer de son consentement, dans ces cas-là, c'est possible. Et enfin, il est possible aussi de rompre le contrat d'une salariée qui serait protégée, en tout cas sous protection pendant son congé maternité ou pendant la période de protection qui suit son congé de maternité. Donc voilà, en tout cas les situations où vous pouvez convoquer un salarié pour lui proposer une rupture conventionnelle. Alors, rupture conventionnelle, deux questions. Par rapport à quoi ? Par rapport à la possibilité d'engager un licenciement directement, en se disant on négociera plus tard, peut-être. Oui, mais un licenciement, vous avez quand même des écueils. C'est qu'il faut quand même avoir un motif, une cause réelle et sérieuse de licenciement, ce qui n'est pas forcément le cas. Et puis même si vous en avez une, vous ne vous protégerez pas complètement contre le risque de contentieux. On l'a dit, la seule façon de remettre en cause une rupture conventionnelle qui aurait été homologuée par la suite, c'est de démontrer un vice du consentement. Si vous licenciez un salarié, vous vous exposez à ce que le salarié conteste le licenciement par la suite. Vous avez aussi un problème de timing. Un licenciement, ça peut être très long. Je prends l'exemple d'un licenciement pour insuffisance professionnelle. Il va falloir d'abord constater des insuffisances, ensuite mettre en place un plan d'action, et c'est seulement au bout de ce plan d'action que vous allez pouvoir décider si oui ou non le salarié a pu remédier aux carences, aux lacunes qui avaient été observées, et enfin mettre en œuvre la procédure de licenciement. S'ajoute à ça la question du préavis. Vous pouvez, pour les cas souvent 3 mois, il y a des conventions collectives qui prévoient même des préavis plus importants. Tout ça, c'est long et c'est un coût. La rupture conventionnelle, on le verra, c'est très rapide finalement, avec les délais de rétractation, d'homologation et même la période des entretiens préalables. On est sur environ un mois et demi. Donc ça présente pour cela un intérêt. Puis aussi en termes de climat social, parfois on voulait éviter la rupture brutale d'un licenciement, et c'est souvent présenté de cette façon-là auprès des salariés, c'est-à-dire sortir par le haut et éviter le caractère vexatoire que peut avoir une procédure de licenciement. Deuxième question qui se pose souvent dans le choix de la rupture conventionnelle, et la raison pour laquelle les employeurs parfois ne se dirigent pas spontanément vers cette modalité, c'est que
ils se disent que si j'ai proposé une rupture conventionnelle avant le licenciement, ça peut ternir ensuite finalement la validité de mon licenciement. Si je propose une rupture conventionnelle, c'est que finalement, je n'ai pas assez de matière pour licencier. Notre expérience de contentieux avec Florian, c'est que si c'est correctement expliqué après, dans le cadre d'un contentieux devant les conseillers prud'homaux, de dire on a proposé une rupture conventionnelle à ce salarié parce qu'il y a le cadre légal qui nous le permet et aussi parce qu'on a voulu, on a offert aux salariés la possibilité de partir dans ce cadre-là pour justement que ça soit moins vexatoire qu'un licenciement, mais on avait les éléments pour le licencier, c'est tout à fait audible. Donc voilà, il ne faut pas craindre non plus de se dire je fusille mon opportunité d'un licenciement qui serait très bien fondé. Sous réserve de la prescription en matière disciplinaire. C'est-à-dire que c'est vrai que Alors, souvent, il y a des employeurs qui nous disent on préférait négocier une rupture conventionnelle parce que, comme le disait Steven, c'est une modalité plus douce de rupture du contrat. Et donc, on va d'abord proposer la rupture conventionnelle et ce n'est que si il y a un refus de rupture conventionnelle qu'on engagera la procédure de licenciement pour motif disciplinaire parce qu'on a tel ou tel fait fautif à reprocher. Dans ce cas-là, faites attention, vous avez quand même un délai de prescription de 2 mois en matière disciplinaire qui n'est pas interrompu par l'engagement de pourparlers autour de la rupture conventionnelle. Et indépendamment même de ce délai de 2 mois, il peut arriver que ce soit une faute grave que l'employeur veuille reprocher au salarié. Et vous avez de la jurisprudence de la Cour de cassation considérant que la faute grave peut être disqualifiée par le fait d'avoir trop tardé à enclencher la procédure de licenciement, même si on était encore dans le délai de prescription de 2 mois. C'est-à-dire que la faute grave, c'est la faute qui rend impossible la poursuite du contrat de travail. Donc, ça suppose, à compter de la manifestation des faits fautifs, d'engager rapidement la procédure de licenciement. Si vous attendez 1 mois, par exemple, vous pourriez vous dire je suis dans mon délai de prescription de 2 mois, c'est vrai. Donc, on ne pourrait pas, sur ce fondement-là, vous reprocher le licenciement. Par contre, on pourrait vous reprocher d'avoir choisi la faute grave et pas la cause réelle et sérieuse, et donc d'avoir privé le salarié du versement de son indemnité de licenciement et de préavis. Tout à fait, tout à fait. Sous cette réserve, effectivement, si vous êtes sur un motif disciplinaire, il faut être très prudent au délai très court de prescription des faits fautifs de 2 mois. Donc, voire moins en cas de faute grave, comme le disait Florian. Donc, les limites, il y a quand même aussi des limites à la rupture conventionnelle au-delà donc du caractère disciplinaire de la rupture que vous pouviez envisager. Déjà, c'est le consentement du salarié, c'est-à-dire que si vous êtes face à un mur, à un salarié qui refuse toute modalité de rupture, vous êtes bloqué, donc il faudra envisager autre chose. Il y a aussi, ce qu'il faut le dire, c'est une absence de sécurisation de tout ce qui concerne l'exécution du contrat de travail. Avec une rupture conventionnelle, vous sécurisez la rupture, sous réserve des vices du consentement. En revanche, toutes les demandes qui vont concerner, par exemple, des rappels de salaire, heures supplémentaires, bonus, etc., là, le salarié aura toujours la possibilité de venir saisir le conseil de prud'homme pour faire des demandes à ce titre. Donc, la rupture conventionnelle ne vous couvre pas là-dessus. Vous avez aussi un obstacle, un écueil, on va dire, majeur, et je pense que ça peut refroidir beaucoup d'employeurs, c'est le coût. Le coût, parce que la rupture conventionnelle, vous devez verser au minimum l'indemnité légale de licenciement, voire conventionnelle prévue par la convention collective si elle est plus favorable, et dessus s'ajoute une contribution spéciale de 30% à la charge de l'employeur, ce qui peut présenter des montants très importants avec des salariés qui ont une ancienneté importante, et dans la convention collective, parfois, prévoit des modalités très favorables de calcul des indemnités de licenciement. Alors je sais plus, parfois, alors donc il peut y avoir l'absence de maîtrise complètement des échanges relatifs à la négociation. Donc là, les écrits que vous pouvez laisser sur les négociations autour de la rupture conventionnelle pourraient se retrouver après dans le cadre d'un contentieux
Donc voilà, il y a cette problématique des échanges, et donc ça me permet d'enchaîner sur cette problématique, puisqu'il y a une situation fréquente qui se présente et qu'on peut retrouver dans beaucoup de cas. C'est le cas de l'employeur qui propose une rupture conventionnelle à un salarié et qui, à demi-mot, menace le salarié en lui disant qu'en cas de refus de cette modalité, il sera licencié. Le problème, c'est que aujourd'hui, vous êtes enregistré, que cet échange, que cette conversation intervienne dans le cadre d'un entretien physique ou Teams ou que sais-je, vous êtes enregistré. Et évolution de la jurisprudence, ces enregistrements qui jusqu'alors étaient impossibles à produire devant les juridictions prud'homales, puisque le principe c'était c'est toujours le cas, mais qu'un procédé déloyal rend la preuve irrecevable. Il y a quand même un tempérament aujourd'hui, c'est que l'illicéité d'un moyen de preuve clandestin ne rend pas forcément irrecevable cette preuve devant le juge prud'homal. Il y a une mise en balance des intérêts entre le droit de la preuve et les droits fondamentaux des salariés, vie privée, vie personnelle, etc. Et donc le magistrat peut tout à fait accueillir ces éléments si il estime que cette preuve est indispensable à l'exercice du droit de la preuve et que l'atteinte est proportionnée. Donc à chaque fois qu'il y aura un enregistrement, le juge doit se livrer à cette appréciation. Et donc dans un arrêt plutôt récent de cet été, c'était tout à fait le cas d'une salariée qui se plaignait d'avoir été victime de harcèlement moral et qu'on l'avait menacée dans le cadre d'un entretien préalable à justement la signature d'une rupture conventionnelle de la licencier si elle n'acceptait pas cette modalité. Et la Cour d'appel avait écarté l'enregistrement. La Cour de cassation a estimé que la Cour d'appel n'avait pas écarté en tout cas cet enregistrement, n'avait pas vérifié les deux conditions pour en tout cas accueillir cette preuve-là. Donc évidemment, je vais laisser la parole à Florian, mais c'est toute la limite que vous avez sur la discussion des discussions autour d'un départ du collaborateur, c'est que vous ne maîtrisez pas la confidentialité des échanges. Florian, si tu veux. Non, là-dessus, c'est vrai que on a plein d'exemples. Moi, on a en ce moment un contentieux à Bobigny où on a le salarié qui produit 90 pages de retranscription audio avec l'employeur qui ont été ensuite confirmées par constat d'huissier de justice, où l'employeur avait tenu des propos qu'il n'aurait jamais dû tenir, bien évidemment, avant même les derniers arrêts de la Cour de cassation sur le droit à la preuve. Mais la difficulté, c'est que avant, il n'y avait strictement aucun moyen pour prouver que l'employeur avait tenu ses propos. Aujourd'hui, c'est tout à fait possible. Donc, il faut faire extrêmement attention aux propos qui peuvent être tenus. Puis il peut y avoir des propos qui n'étaient pas forcément illicites, mais surtout quand on fait des retranscriptions par PV d'huissier, on n'a pas forcément la tonalité qui va avec, donc on comprend pas forcément très bien le sens des échanges. Donc faites très attention. Alors par rapport à cela, qu'est-ce qu'on peut faire ? J'ai certaines entreprises qui négocient en direct avec les salariés et qui leur font signer ce que l'on appelle des accords de confidentialité. La réalité, c'est que ces accords de confidentialité ont un intérêt si c'est la confidentialité du principe même d'une négociation, où le salarié va s'engager à ne pas informer ses collègues de travail du fait qu'une discussion sur la rupture du contrat a été initiée avec l'entreprise, pourquoi pas, mais sur le contenu des échanges, cet accord de confidentialité, à mon sens, n'a que peu de valeur devant le juge. C'est-à-dire que si vous avez, par exemple, des mails qui sont échangés au cours de cette négociation, que la négociation ne va pas au bout et que pour une raison X ou Y, vous vous retrouvez devant le Conseil de prud'homme avec la communication de ces échanges mails, l'accord de confidentialité qui a été signé avec le salarié et que vous voudriez lui opposer pour
obtenir le rejet de ces mails risque de n'avoir strictement aucune valeur probante. Donc, c'est pour ça que dès lors qu'il y a des échanges qui peuvent être un petit peu sensibles pour la discussion sur une rupture du contrat, le fait de recourir par l'entremise d'avocats recouvre ici tout son intérêt, puisque les échanges que les avocats ont entre eux sont des échanges qui sont soumis au secret professionnel. Donc, il y a une confidentialité totale. Donc, moi, ça nous arrive régulièrement d'encourager nos clients à dire proposer aux salariés de prendre un avocat et on va discuter directement entre avocats, ce qui permettra de se dire des choses que l'on ne peut pas forcément se dire lorsqu'on est en négociation directe et de ne pas craindre que ces échanges puissent se retrouver devant le juge prud'homal si on ne devait pas parvenir à un accord. Alors bien entendu, il y a plein de situations où la rupture du contrat par le biais, par exemple, d'une rupture conventionnelle peut se faire en direct, mais dès lors que on sent que le dossier va être un peu sensible, soit parce que des fois on n'a pas de motif très solide de licenciement, faut se dire les choses, ou parce qu'il y a des revendications du salarié qui peut peut-être dire oui, ok, j'ai commis telle ou telle faute, ou il y a un motif d'insuffisance professionnelle ou je ne sais quoi que vous pouvez me reprocher, mais à côté de ça, je considère qu'il y a des rappels de salaire pour heures supplémentaires qui peuvent m'être dus, qu'il y a une problématique de rémunération variable ou tel autre grief. Bon, dans ce cas-là, passer par des échanges entre avocats peut avoir tout son intérêt. Alors se pose ensuite la question de l'optimisation du coût de la rupture du contrat de travail. Alors, on va aller très rapide sur ce slide-là, puisque Steven en a déjà un petit peu parlé. Quand vous êtes sur une rupture conventionnelle, en principe, il n'y a pas de préavis. Il y a juste un délai grosso modo de 1 mois, un peu plus d'1 mois, puisque vous avez le 15 jours de délai de rétractation et le 15 jours d'homologation, et puis on va y rajouter à ça le délai d'acheminement postal des courriers. Donc, on est sur une rupture qui va être assez rapide, alors que sur un licenciement, sauf à ce que vous soyez sur un licenciement pour faute grave, on aura donc la question du préavis. Mais surtout derrière, et c'est de cela dont on va parler dans la deuxième partie de ce webinaire, c'est la question des véhicules pour le versement des indemnités et notamment des indemnités supralégales. Vous êtes sur une rupture conventionnelle, vous avez l'obligation de verser au minimum l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle, qui est égale à l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement. Vous êtes sur un licenciement, hors licenciement pour faute grave, c'est pareil, c'est l'indemnité légale ou conventionnelle. Mais dès lors que vous allez verser une indemnité supralégale, va se poser la question, de la contrepartie au versement de cette indemnité supralégale. Pourquoi je verse cette indemnité supralégale au salarié? À quoi va-t-il s'engager en contrepartie? Et comment je la verse? Parce que, en fonction de l'enveloppe, de l'instrument juridique qui va être utilisé, le régime fiscal et social va être différent et c'est ce qui va permettre de pouvoir optimiser le versement des indemnités aux salariés. Oui, Florian, alors bon, moi aussi je vais être très court là sur cette slide. C'est pour faire la synthèse de la procédure devant le Conseil de prud'homme pour ceux qui n'y seraient pas familiers. Donc vous avez une saisine qui doit se faire dans un certain délai pour le salarié, 12 mois à compter de la rupture pour toutes les actions qui concernent la rupture du contrat, 2 ans pour les actions qui concernent l'exécution, 3 ans pour tout ce qui est réclamation en lien avec des sommes à caractère salarial, et 5 ans pour les actions en reconnaissance de situation de harcèlement, de discrimination. Alors, il faut quand même les avoir en tête, parce que parfois, vous avez des salariés qui viennent contester leur licenciement, la rupture de leur contrat, et on est quasiment, voire on a dépassé le délai de 12 mois. Donc, ça ne sert à rien
de commencer, bien sûr, à s'engager sur une négociation si le salarié est prescrit. Donc, ça vaut le coup quand même de vérifier cette et on rappellera là-dessus que le délai de prescription, il court à compter de la notification de la lettre de licenciement et pas sa réception par le salarié. On a eu très récemment avec Steven un dossier où le salarié a saisi un jour après la prescription parce que il pensait que le délai de 12 mois commençait à courir à compter de la présentation du courrier à son domicile et donc il soutenait qu'il était parfaitement au jour près dans le délai de 12 mois, mais non, c'est à compter de l'envoi et donc pour un jour, le dossier était prescrit. Donc quand même, voilà, il faut quand même bien avoir en tête ces dossiers pour ne pas perdre du temps et de l'argent. Vous avez une phase de conciliation devant le Conseil de prud'homme préalablement à la phase de jugement. Cette phase de conciliation, alors qui n'est pas obligatoire, enfin qui ne se rencontre pas dans un certain cas, donc prise d'acte, requalification de CDD, etc. Elle apparaît dans les autres cas et au cours de cette phase de conciliation, eh bien, ça offre une nouvelle opportunité, voilà, de trouver un terrain d'entente avec le salarié et surtout, ça, et Florian y reviendra, je pense, voilà, dessus, ça offre un cadre privilégié pour verser une indemnité qui aura un régime de faveur en termes d'exonération d'impôt sur le revenu et de cotisation sociale. Donc, cette phase-là, elle est importante. Voilà, il n'y a pas que la rupture conventionnelle. On peut se dire, on négociera aussi plus tard dans ce cadre-là, parce que ça sera beaucoup plus intéressant que le régime de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle. Vous avez donc après, ensuite, l'audience de jugement. Alors, sur le barème, que dire rapidement, hein, sur les deux barèmes, c'est un levier de négociation, les barèmes, puisque désormais, on sait que en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié ne pourra prétendre qu'à une indemnité maximale fixée, enfin en tout cas entre un minimum et un maximum fixé par rapport à son ancienneté, fixé par le Code du travail. Donc, ça permet de chiffrer le risque de la société et donc de faire comprendre aux salariés qu'on ne va pas négocier au maximum de son risque. Il faut trouver un terrain d'entente entre les deux et lui faire comprendre aussi que eh bien, une procédure prud'homale, bien sûr, elle est aléatoire et elle est parfois très longue, surtout s'il y a un appel derrière, on est sur des procédures des fois à plus de 5 ans. Donc voilà comme levier, ce qu'on peut dire. Alors attention quand même, les barèmes ne s'appliquent pas dans tous les cas, enfin le barème Macron ne s'applique pas dans tous les cas si on est sur des situations de harcèlement moral ou de discrimination, voilà. Et surtout, ce qu'on peut remarquer, c'est que en fait, vous avez vraiment deux types de barèmes. Vous avez le barème, ce qu'on a appelé ici le barème BJ, bureau de jugement, c'est la fameuse plafonnement des indemnisations en cas de requalification du licenciement en licenciement abusif. Et vous avez le barème devant le bureau de conciliation, c'est le barème que vous voyez à droite, et on n'est pas du tout sur les mêmes tranches. Sur le barème du bureau de jugement, vous avez des planchers et des plafonds. Sur le barème devant le bureau de conciliation, il n'y a pas de plancher de plafond, c'est un nombre de mois de salaire par rapport à des tranches d'ancienneté. Et si on prend l'exemple d'un salarié qui va avoir 3 ans d'ancienneté, vous voyez que le risque en cas de requalification en licenciement abusif, il se situe entre 3 et 4 mois, puisque sur le barème BJ, on voit un plancher à 3 mois et un plafond à 4 mois, alors que sur le barème de bureau de conciliation, on voit qu'entre 1 an et moins de 8 ans d'ancienneté, c'est 3 mois de salaire pour 1 an, et après, vous avez 1 mois de salaire supplémentaire par année d'ancienneté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque l'on négocie en bureau de conciliation, eh bien, un salarié pourrait demander, obtenir une somme plus importante que la somme qu'il obtiendrait en cas de condamnation devant le bureau de jugement. Tout cela avec l'objectif de rendre la conciliation la plus intéressante possible pour les parties, sachant que si on concilie devant le bureau de conciliation, on peut concilier sur l'intégralité du dossier et c'est pour ça ça peut être intéressant de verser une somme qui va potentiellement être supérieure à la somme qui serait due
uniquement au titre de la rupture du contrat. Donc, il faut bien avoir en tête ces deux barèmes applicables devant le Conseil de prud'homme. Ensuite, alors, on en a déjà un petit peu parlé. Quel est le régime fiscal et social de cette indemnité forfaitaire de conciliation? Quel est l'intérêt de ne pas se limiter au barème dit Macron, c'est-à-dire applicable dans le bureau de jugement? Comme l'a dit Steven, déjà, le barème Macron, il n'est pas applicable dans toutes les situations. Et vous avez beaucoup de salariés qui aujourd'hui demandent la nullité de la rupture de leur contrat en indiquant que ça ferait suite, selon eux, à un harcèlement moral, par exemple, pour pouvoir faire tomber les barèmes qui ne s'appliquent pas dans certaines hypothèses, dont les hypothèses de nullité du licenciement. Première raison. Deuxième raison de ne pas rester uniquement focus sur ces barèmes, c'est qu'ils ne concernent que l'indemnisation de la rupture du contrat. Et donc, toutes les autres demandes du salarié, ce sont des demandes qui vont venir s'ajouter aux condamnations en application des barèmes. C'est la raison pour laquelle vous avez aujourd'hui beaucoup de demandes, de rappels de salaire pour heures supplémentaires, de rémunération variable, de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat, etc., qui vont venir s'ajouter pour essayer de maximiser le montant des condamnations qui vont être demandées par le salarié, surtout dans les hypothèses de faible ancienneté. Je discutais il y a quelques semaines avec un confrère qui ne défend que des salariés et qui me disait, par exemple, avant, quand mon client me disait qu'il n'avait pas été remboursé de son pass Navigo, c'est pas forcément une demande qu'on allait présenter parce que c'était peut-être juste 300 ou 400 euros au total de rappel de frais professionnels. Aujourd'hui, on demande tout. On demande tout parce que sur la rupture du contrat, surtout sur des faibles anciennetés, il y a des montants qui vont être très faibles à obtenir. Donc, on a une multiplication des demandes autres que la rupture du contrat. Et puis, n'oubliez pas une chose, c'est que si vous êtes condamné pour un licenciement abusif, vous allez être, dans pas mal de cas aujourd'hui qui sont repris dans le support, condamné aussi à rembourser à France Travail, feu Pôle emploi, les allocations de chômage qui ont été versées aux salariés, dans la limite de 6 mois d'indemnité. Ça, c'est une condamnation qu'on oublie souvent dans le calcul des provisions, mais quand vous arrivez en bout de course, vous êtes condamné sur la rupture du contrat et qu'en plus, quelques mois plus tard, France Travail vous demande de rembourser les allocations chômage qui ont été versées aux salariés. C'est... Ah, ton micro est coupé, Steven. Ah, ton micro est coupé. Parfois des années plus tard, d'où l'importance de faire des provisions sur cette condamnation. Oui, exactement. Et alors, Stéphanie qui nous demande quelle est la différence entre le BJ et le BCO. Le BCO, c'est le Bureau de conciliation et d'orientation. C'est donc la première étape de la procédure prud'homale à laquelle vous êtes convoqué de façon obligatoire, sauf certains cas que Steven a évoqués. Et le bureau de jugement, c'est la dernière étape, le BJ, au moment où votre dossier va être plaidé. Pour un accord au stade du BCO, la procédure s'arrête au BCO. Voilà. Donc, du coup, une fois qu'on s'est dit tout ça, le régime fiscal et social, donc on a revu ici, cas numéro 1, cas numéro 2, cas numéro 3, différentes hypothèses au moment d'une rupture du contrat avec un salarié. Donc, il y a l'hypothèse de la rupture conventionnelle que Steven a évoquée. Il y a l'hypothèse du licenciement qui va être suivi d'une transaction qui se fait encore beaucoup. On licencie le salarié et puis post-licenciement, le salarié conteste celui-ci. On se dit qu'on n'avait peut-être pas des éléments ultra solides pour justifier ce licenciement, en tout cas qu'il y a un aléa judiciaire, et donc vous allez décider de signer une transaction avec le salarié, qui va mettre fin à la contestation du licenciement. Et le troisième cas, c'est donc le licenciement qui va être suivi d'une contestation au prud'homme par le salarié et de la signature du procès-verbal de conciliation. Et donc, c'est ce cas numéro 3 qui peut être intéressant parce que, comme je vous le disais, on va se poser la question, à partir du moment où on verse des indemnités supralégales, du régime fiscal et social. On vous a mis dans ce slide les différentes situations. Alors, quand on verse tout d'abord une indemnité de licenciement, on est sur un licenciement qui n'est pas pour faute grave. Vous savez que l'indemnité de licenciement,
elle va être en principe exonérée d'impôt sur le revenu. Elle va également être exonérée de charges sociales et de CSG-CRDS dans la limite de 2 fois le plafond annuel de la sécurité sociale, qui est aujourd'hui de 92 736 € et qui est actualisé tous les ans. Sachant qu'il y a ce qu'on appelle le super plafond de 10 passes. Donc là, ça va concerner que quelques situations. Quand vous versez plus de, pour 2024, 463 680 € à votre salarié, eh bien, l'intégralité du montant va être soumis à charge sociale dès le premier euro. Donc, si vous dépassez les 10 passes, tout est assujetti à charge sociale. Ça, c'est pour le régime de l'indemnité de licenciement. Quand vous versez une indemnité transactionnelle à votre salarié, donc on est dans mon cas numéro 2, je l'ai licencié et puis j'ai décidé post-licenciement qu'il valait mieux un accord, je vais lui verser donc une indemnité supralégale. Cette indemnité, ce qu'il faut retenir, je ne vais pas rentrer ici dans tous les détails, c'est que vous avez des règles d'exonération fiscale qui permettent, dans la plupart des cas, d'avoir une exonération fiscale de l'intégralité du montant de l'indemnité qui va être versée. Il y a quelques cas où cette indemnité supralégale ne va pas pouvoir être totalement exonérée d'impôt sur le revenu. C'est souvent dans les situations où on a des salariés qui, sur l'année précédant la rupture, ont eu des périodes d'absence importantes parce que les seuils d'exonération vont notamment être assis sur la rémunération perçue par le salarié au cours de l'année civile précédant la rupture du contrat. Donc, s'il y a eu de grandes périodes d'arrêt maladie notamment, on ne va peut-être pas pouvoir bénéficier des seuils fiscaux. Et puis, c'est sur les très grosses indemnités, puisque là, vous avez un plafond, non pas de 10 passes, mais de 6 passes pour l'impôt sur le revenu, qui fait que dès lors que vous versez plus de 278 208 € en 2024 à votre salarié, eh bien, vous avez l'impôt sur le revenu qui va devoir être versé. Et donc, quel est l'intérêt ici de l'indemnité de conciliation? Donc, ça veut dire de transiger avec le salarié devant le bureau de conciliation. C'est que dans la limite des barèmes BCO, donc les barèmes qu'on a vus il y a quelques instants, l'indemnité que vous allez verser à votre salarié va être exonérée d'impôt sur le revenu sans appliquer le super plafond de 6 passes. Donc, dès lors que vous êtes sur une indemnité supralégale sur des montants très élevés, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il est certainement plus favorable, en tout cas, il y a un calcul à faire, de verser cette somme dans le cas d'une indemnité forfaitaire de conciliation que dans le cas d'une transaction, parce que ça va permettre de ne pas se voir appliquer le super plafond de 6 passes pour le déclenchement de l'impôt sur le revenu. Quant aux charges sociales, là encore, tant que vous versez cette somme dans la limite des barèmes et qu'elle ne dépasse pas le plafond de 2 passes, c'est-à-dire 92 736 € pour 2024, vous avez une exonération de cotisation sociale et vous avez également un plafond d'exonération de CSG, CRDS. Donc, tout ça peut paraître très compliqué, mais ce qu'il faut retenir, c'est que lorsque vous allez négocier avec un salarié un accord, il va falloir se poser la question de comment je verse cette somme. Est-ce que je la verse dans le cadre d'une transaction? Est-ce que je la verse dans le cadre d'une indemnité de conciliation, si le salarié a déjà saisi le conseil de prud'homme et que l'étape du bureau de conciliation n'est pas encore passée, et donc faire des calculs pour savoir quel va être le régime applicable. C'est ce qui souvent permet de débloquer une négociation, parce qu'on peut se retrouver avec une entreprise qui a un budget de négociation qu'elle ne peut pas dépasser, parce qu'on va négocier en brut patronal côté entreprise, et si on arrive à trouver un mécanisme qui permet d'optimiser socialement et fiscalement le montant de l'indemnité, ça permettra peut-être de laisser un peu plus d'indemnité nette aux collaborateurs à coût constant pour l'employeur. Donc, souvent, quand on a une saisine du conseil de prud'homme par le salarié, que l'étape du bureau de conciliation n'est pas encore passée, on réfléchit avec nos clients de se dire est-ce que c'est intéressant de négocier? Et si oui, il vaut mieux le faire maintenant que le bureau de conciliation n'est pas encore passé, puisque en principe, on ne peut pas revenir à l'étape du bureau de conciliation. Certains conseils de prud'homme acceptent de le faire, mais ce n'est pas prévu par les textes. Et donc, on risque de louper le coche. Donc voilà, il y a cette question à se poser, sachant également, autre avantage de l'indemnité forfaitaire de conciliation, c'est que dans la limite des barèmes, elle n'est pas prise en compte par Pôle emploi, aujourd'hui France Travail, dans le calcul du différé d'indemnisation. Donc là, rapidement,
le principe du différé d'indemnisation, c'est que quand vous versez une indemnité supralégale à votre salarié, eh bien, elle va être prise en compte par France Travail, qui va calculer un différé d'indemnisation. Vous avez une formule légale que vous voyez dans ce slide. Et donc, quelque part, le salarié, certes, il reçoit une indemnité supralégale, mais il va devoir la grignoter pour vivre tout simplement le temps que Pôle emploi active le versement des allocations chômage. Donc, c'est ce qui fait que une indemnité transactionnelle n'est pas forcément très intéressante pour le salarié, alors que l'indemnité forfaitaire de conciliation, eh ben, elle n'est pas prise en compte. Donc, ce qui permet au salarié de se dire, au moins, le versement de cette indemnité ne générera pas de différé d'indemnisation chômage. Enfin, dernier point qu'on voulait voir avec vous, c'est la rédaction des documents. Sachant, vous l'aurez compris, qu'il ne faut surtout pas verser une indemnité supralégale sans qu'il y ait soit une transaction de signé, soit un PV de conciliation. Hein, si vous versez 15 000 euros d'indemnité supralégale, par exemple, dans une rupture conventionnelle, ça n'empêchera pas le salarié, s'il a des motifs de contestation sur l'exécution du contrat, de saisir le conseil de prud'homme. Il n'y a que la transaction ou le PV de conciliation qui peuvent éviter d'avoir une procédure judiciaire qui se déclenchera dans un temps futur. Donc, dans la transaction, à quoi faut-il faire attention? Tout d'abord, ne sous-estimez pas l'importance du rappel des faits. C'est-à-dire que souvent, on voit des transactions qui sont signées où on n'a quasiment aucun rappel des faits. Pourquoi le rappel des faits et des arguments des parties est essentiel? C'est parce que le régime fiscal et social qui va être appliqué à votre indemnité transactionnelle, ce régime-là ne vaut que s'il y avait vraiment une contestation entre les parties. Donc, s'il y a un contrôle URSSAF ou un contrôle fiscal pour le salarié et que on n'a pas retracé l'historique de la rupture du contrat, les arguments des parties, eh ben, vous risquez d'avoir un redressement parce que l'URSSAF ou l'administration fiscale viendra vous dire mais on n'est pas sur une compensation d'un préjudice lié à la rupture du contrat ou on est sur une problématique, moi je considère qu'on est sur une problématique de rappel de salaire, etc., etc. Donc il faut bien cadrer votre transaction et donc bien préciser dans le protocole pourquoi il y a eu une contestation, quels étaient les arguments des parties et ce que l'indemnité transactionnelle que vous versez vient compenser comme préjudice. Ça, c'est essentiel. Ça suppose être accompagné par un spécialiste sur cette partie-là, surtout quand on est sur des montants importants, parce que s'il y a un redressement, ça peut coûter extrêmement cher. Il faut donc être ensuite précis sur le champ d'application de la transaction, ce à quoi le salarié renonce en signant le protocole d'accord. Si vous oubliez quelque chose, si vous êtes trop large, vous risquez de ne pas vous sécuriser contre un contentieux ultérieur. Il faut être très précis sur le régime fiscal et social de l'indemnité transactionnelle qui va être versée. C'est ce que je vous disais il y a un instant. Il y a des règles qui sont quand même assez complexes et encore, on n'a fait que les effleurer aujourd'hui. Il y a par exemple une jurisprudence de la Cour de cassation qui a été rendue en 2018 qui permet dans certains cas, si on est sur la réparation de certains préjudices, d'exonérer de la totalité l'indemnité de charges sociales, mais ça suppose de bien réfléchir à la situation et de bien le justifier dans la transaction. Vous avez également la question des modalités de versement de l'indemnité transactionnelle qui sont essentielles. On a souvent des litiges ensuite sur des salariés où, par exemple, on n'a pas précisé que c'était un montant brut d'indemnité et donc le salarié va ensuite contester la signature de la transaction en indiquant que lui pensait que c'était un montant net qui lui serait versé. Ou alors, on n'avait pas d'échéancier de paiement qui était prévu dans la transaction et puis l'employeur va essayer d'en appliquer un par la suite. Donc, tout ça, il faut le penser en amont. Et puis, bien se poser la question de est-ce que l'on veut qu'il y ait des clauses spécifiques dans le protocole d'accord, comme par exemple des clauses de confidentialité. Donc voilà, très rapidement, ces clauses essentielles dans la transaction. Dans le PV de conciliation, alors déjà le PV de conciliation, vous avez certains conseils de prud'homme, et notamment le conseil de prud'homme de Paris aujourd'hui, qui ne vous laisse plus le choix de la rédaction du PV de conciliation. Vous avez des trames qui sont imposées, ce qui du coup oblige les parties à prévoir une transaction à côté, notamment si vous voulez mettre des clauses de confidentialité par exemple. Donc là, ça ne va concerner que les conseils de prud'homme qui acceptent encore que les parties proposent certaines clauses spécifiques dans leur PV de conciliation.
Et ben donc toutes les clauses que vous voulez voir indiquées, il faut les mettre dans le PV de conciliation. Il faut bien préciser, on a dit attention au fléchage de la conciliation, c'est-à-dire est-ce que vous versez cette indemnité uniquement par rapport à la rupture du contrat, ou est-ce que vous voulez également que ça englobe des prétentions sur l'exécution du contrat, et puis prévoir également des modalités de paiement, rappeler le régime fiscal et social qui va être appliqué. Enfin, il y a tous ces éléments-là qu'il faut bien anticiper. Donc, voilà ce que l'on voulait vous dire sur la rupture du contrat. Alors, j'ai vu qu'il y avait quelques questions auxquelles on va essayer de répondre. Une question de Marianne, puisque j'ai vérifié concernant la prescription de l'action de Pôle emploi en remboursement des allocations versées. La prescription est de 3 ans à compter du prononcé du jugement, qui va juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, par exemple. Donc 3 ans, il faut faire une provision pendant 3 ans. Ensuite, qu'est-ce qu'on nous demande? On nous demande si le régime fiscal et social de la transaction peut s'appliquer également sur une transaction suite à une rupture conventionnelle. Non. C'est-à-dire que vous avez plusieurs appréciations, mais généralement, ce que considère l'URSSAF, c'est que l'indemnité transactionnelle va suivre le régime fiscal et social de l'indemnité de rupture. C'est-à-dire que si vous êtes sur une transaction qui fait suite à une rupture conventionnelle, vous risquez en tout cas d'être redressé si vous n'avez pas appliqué notamment la contribution patronale au taux de 30%. Après, il peut y avoir des situations particulières. Par exemple, si vous versez une indemnité transactionnelle post-ERC qui viendrait compenser un préjudice lié à l'exécution du contrat, un préjudice moral. Ce sont les arrêts que j'évoquais de la Cour de cassation il y a quelques années qui ouvrent la porte à une exonération de charges sociales des indemnités qui compensent un préjudice spécifique. Mais là, c'est vraiment du cas par cas qu'il faut faire parce que ça suppose de voir si on peut démontrer l'existence d'un préjudice. Qu'est-ce qu'on avait d'autre comme question? Valérie qui nous demandait au début si on peut négocier une ERC si un salarié peut contacter son employeur pour demander une rupture conventionnelle pendant son arrêt maladie. Oui, on peut tout à fait, d'ailleurs ça nous arrive souvent d'avoir des discussions sur une rupture conventionnelle en cours de période d'arrêt maladie. Alors, je ne sais pas Steven si tu as des préconisations particulières là-dessus. Moi, en revanche, ce que je dis à mes clients, c'est que si vous êtes sur une situation où le retour du salarié dans l'entreprise aurait dû justifier le déclenchement d'une visite médicale de reprise, par exemple parce qu'on est sur un arrêt maladie de plus de 60 jours d'origine non professionnelle ou qu'on est sur un arrêt maladie suite à un AT-MP, c'est d'organiser la visite médicale de reprise avant de signer une rupture conventionnelle pour que les choses soient très claires par rapport au respect de la procédure normale qui aurait dû être appliquée indépendamment de toute discussion sur la rupture conventionnelle. Surtout que la situation pourrait être différente si le salarié est déclaré inapte par médecin du travail. Donc ça ne sert à rien de commencer des discussions, à mon sens, sur une rupture conventionnelle alors que vous pourrez finalement mettre fin au contrat de travail de ce salarié, peut-être de ce salarié, dans le cadre d'un licenciement pour inaptitude. Alors, on a une autre question qui concerne le régime fiscal et social. Peut-on, dans une transaction, prévoir des dommages à intérêts pour harcèlement qui soient exonérés de charges? En fait, si vous voulez, aujourd'hui, c'est un peu l'envers du décor. Quand on discute du versement d'indemnités dans le cadre du départ d'un salarié, ou même post-départ lorsqu'il y a un contentieux, se pose assez rapidement la question de est-ce que l'on pourrait enregistrer tout ou partie des indemnités comme étant des indemnités venant compenser un préjudice moral du salarié qui serait exonéré de charges. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que jusqu'aux arrêts de la Cour de cassation qui ont autorisé cela, on avait un régime fiscal et social qui était très clair pour savoir le régime qui allait être appliqué aux indemnités supralégales.
Aujourd'hui, c'est moins le cas. Vous avez certes cette possibilité qui est permise par la jurisprudence de venir dire eh bien, j'ai une indemnité qui va compenser un préjudice moral, par exemple, suite à un harcèlement que le salarié aurait subi. Et donc, cette indemnité, elle ne va pas être assujettie à charge sociale, peu important le respect de la question du plafond de passe, de la part de l'indemnité qui est exonérée d'impôt sur le revenu, etc. Mais il va falloir, c'est-à-dire que il faut pouvoir en justifier en cas de contrôle. Il va falloir être très prolixe dans le protocole transactionnel sur le rappel des faits. Voilà. Exactement. Et il faut avoir les pièces derrière. C'est-à-dire que quand vous allez avoir un contrôle URSSAF, bien évidemment que l'URSSAF va vous dire justifiez-moi qu'il y avait qu'il y a eu un harcèlement, qu'il y a eu ensuite un préjudice et que cette indemnité vient exactement compenser le préjudice. Et là, le risque, c'est le risque du tout ou rien. C'est-à-dire soit vous arrivez à en justifier et votre exonération de charges sociales sera validée, soit vous n'y arrivez pas et l'URSSAF risque de tout vous redresser. Enfin, nous, on a des dossiers qu'on a repris en contentieux d'employeurs qui avaient voulu tout exonérer et bien entendu, lorsqu'il y a eu un contrôle URSSAF, il y a un redressement et puis aujourd'hui, il faut aller contester ce redressement. Donc, oui, c'est possible, mais ne considérez pas que cette exonération de charges, elle est organisable dans tous les dossiers et sans limite. C'est vraiment du cas par cas et systématiquement, lorsqu'on négocie des ruptures de contrat ou lorsqu'on négocie des transactions une fois qu'il y a une contestation par le salarié, cette question-là est décortiquée pour regarder si par rapport à la situation du salarié, c'est quelque chose qui se justifie, s'il y a véritablement eu un harcèlement, pour reprendre votre exemple, quelle est la proportionnalité entre le versement de cette indemnité et le préjudice que le salarié estime avoir subi. Et puis, comme l'a dit Steven, dans ce cas-là, il faut vraiment avoir une transaction qui soit extrêmement bien bordée. C'est-à-dire qu'il faut que le contexte s'y prête. Si vous avez eu des écrits de ce salarié qui se plaint de harcèlement moral, si vous avez, par exemple, organisé même une enquête interne avec, vous avez des écrits, des comptes rendus, etc., si vous avez eu un arrêt maladie de longue durée du salarié, vous avez un contexte qui justifie tout à fait l'allocation d'une indemnité compensant un préjudice moral qui serait totalement exonéré. Mais encore faut-il avoir un véritable contexte et non pas inventer quelque chose parce que vous auriez eu du mal en cas de contrôle à en justifier. En tout cas, vous avez ces différentes possibilités. La transaction sur la rupture du contrat de travail, la transaction sur la rupture et l'exécution, le versement potentiellement de dommages et intérêts en réparation d'un préjudice, si tant est qu'on puisse le caractériser, l'enveloppe particulière du PV de conciliation. Aujourd'hui, vous avez tous ces instruments-là et en fait, je le redis, il faut faire du cas par cas. À chaque situation, il va y avoir une option, voire des options possibles, et il va falloir prendre celle qui est la plus intéressante pour les parties, mais aussi celle que l'on peut vraiment justifier, parce que ça correspond à la situation. Donc, c'est bien évidemment sur tous ces paramètres-là qu'on peut vous accompagner. On accompagne au quotidien, que ce soit des entreprises ou des cadres dirigeants, dans la négociation des ruptures du contrat ou dans l'organisation des négociations, que ce soit avant la saisine du Conseil de prud'homme ou une fois que le Conseil de prud'homme a été saisi. Voilà. Si vous avez des questions sur ces situations-là, n'hésitez pas à nous contacter. Vous aviez donc l'adresse contact du cabinet qui a été mis dans le chat. Vous avez nos adresses mail et puis vous pouvez aller sur le site internet de notre cabinet www.voxius-avocat.com pour voir les différentes prestations que nous proposons. Merci beaucoup d'avoir assisté à ce webinaire. Merci beaucoup. Très bonne journée. À bientôt. Au revoir. Au revoir.